Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. Dans ce cadre, je reçois sur ce plateau du 13h Monsieur Paul Oumarou Koualga, diplomate de formation, spécialiste des conflits armés, notamment sur le djihadisme. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Monsieur Koualga, dites-nous, c'est quoi déjà le djihadisme? Alors, le djihadisme, sans vouloir avoir une définition très exhaustive, disons que le djihadisme, c'est avant tout un phénomène qui s'insère dans le terrorisme. Alors, mais pour partir un peu en arrière, d'abord définissons qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Le terrorisme, c'est avant tout un moyen d'action. Voilà, ce n'est pas, comme souvent on entend le dire, une doctrine ou une philosophie en tant que telle, peut-être oui, mais c'est d'abord avant tout qu'il faut retenir, c'est un moyen d'action visant à intimider. Intimider qui? Intimider les populations, intimider les gouvernants, notamment les États et les organisations internationales, pour les amener à certainement renoncer, ce qui est souvent très poursuivi, sur un certain nombre de décisions que ces gouvernants voudraient prendre ou les amener à revoir leur position par rapport à un certain nombre de questions. C'est de façon globale, c'est ça. Donc on retient que c'est intimidation dont l'objectif vise à provoquer ou causer beaucoup de morts ou à créer certaines situations de psychose en faisant également avec les morts un certain nombre de blessés graves. Donc c'est ça pour avoir un impact médiatique. Maintenant, pour revenir au djihadisme, disons que le djihadisme il a son origine qui s'insère dans ce qu'on appelle le salafisme. Donc le salafisme, à l'origine, on parle de salaf qui est le retour aux fonctions fondamentales, ancestrales de l'islam. Alors, dans le salafisme, pour développer, je ne sais pas si on aura assez de temps, on a plusieurs compositions dans le salafisme. On a un salafisme politique qui vise essentiellement à conquérir le pouvoir d'État et en procédant ainsi, on espère essayer de gouverner avec notamment la charia comme mode de gouvernance en lieu et place, si vous voulez, de la constitution qui est utilisée dans les traditions occidentales ou dans la civilisation occidentale. Alors vous avez quelques groupes, par exemple, quand on souvent évoque les frères musulmans qui sont l'exemple typique, par exemple, du salafisme politique. Vous avez à côté du salafisme politique le salafisme de prédication. Alors ici, ce qui importe, c'est plutôt pas la conquête du pouvoir d'État, mais plutôt de chercher à changer le comportement des populations par la prédication, comme son nom l'indique clairement, en essayant de combattre ce qu'on appelle l'injustice sociale, la corruption et tout ce qui va avec. Dans ce cas, les populations seront mieux aptes à pouvoir bénéficier d'une gouvernance plus ou moins juste et avec une certaine équité. Alors on parle de réislamisation, si vous voulez, de la religion par le bas. Donc on va commencer par le bas pour remonter, si vous voulez, au niveau des dirigeants. Et puis vous avez enfin ce qu'on appelle le salafisme djihadiste, qui est le dernier élément, qui est très violent, extrêmement violent, qui pense que on peut changer la gouvernance de ce monde en procédant par un combat armé, en métamorphosant, en rejetant tout le dispositif, toute la gouvernance mondiale qui existe aujourd'hui. Mais même au niveau du salafisme, du djihadisme, il faut le dire qu'il y a plusieurs types de djihadisme. Okay? On a au moins 3 types de djihadisme. On a le djihadisme irrédentiste, qui en fait consiste à envahir, j'allais dire, je m'excuse, un pays étranger dont la gouvernance serait soupçonnée d'être favorisante pour la promotion de la démocratie occidentale, de tout ce que vous pouvez, l'état de droit. Et puis vous avez le djihadisme interne, qui consiste à vouloir changer, et là ces djihadistes interviennent uniquement sur le territoire de leur pays de résidence, pour pouvoir tout simplement changer les dirigeants qui sont en place, parce que pour eux... On a des djihadistes. Et puis, je termine, on a le djihadisme, le dernier djihadisme, c'est ce qu'on appelle le djihadisme global, qui n'ont pas de frontières. Et c'est à ce type de djihadisme-là que nous avons affaire aujourd'hui, qu'on appelle le djihadisme global, si vous voulez, le djihadisme transnational, qui s'exporte et qui ont une vision stratégique
qui pour eux, il faut instaurer un autre mode de gouvernance avec notamment l'institution, l'instauration de ce qu'on appelle le califat. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour tous ces détails, mais des djihadistes qui opèrent par la terreur, comme on l'a vu le vendredi dernier, avec un bilan sanglant, avec un massacre effroyable. Alors, d'où viennent les terroristes? Alors, les terroristes, comme je l'ai dit, puisqu'on va s'appuyer sur le dernier type de djihad, qui sont les djihadistes, comme je dis, global, ils viennent d'un peu partout, comme son nom l'indique. Donc, ça, c'est un phénomène qui s'inscrit un peu. C'est vrai que si je voudrais qu'on l'insère. Ils viennent d'un peu partout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de frontières en réalité. C'est vrai qu'on peut les situer dans un contexte précis. Ici, quand on parle d'AQMI, on sait que AQMI, c'est principalement localisé initialement dans la bande sahélo-saharienne, sans oublier que les principaux acteurs viennent en général. Si vous prenez le principal acteur qui est Ben Mokhtar, c'est quelqu'un qui a fait l'Afghanistan. Après l'Afghanistan, il est allé dans son pays d'origine qui est l'Algérie, et de l'Algérie, il s'est exporté dans la bande sahélo-saharienne pour faire allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda. Voilà. Donc, ils recrutent un peu partout, ils recrutent en Irak, au Yémen, un peu partout. Donc, ils n'ont pas de territoire, même si on peut les localiser. Mais disons, pour une meilleure compréhension, que ce sont des groupes qui sont territorialisés, c'est vrai, avec comme des multinationales ou des filiales qui s'insèrent un peu dans tous les territoires. Et pour le cas de AQMI, les bases, évidemment, c'est le Sahel. On les connaît, on sait où ils sont localisés. Quelles sont leurs tactiques de combat pour mieux riposter? Alors, en matière, là, vous parlez du mode opératoire, c'est des gens qui s'insèrent dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas une guerre classique avec des combattants, avec des techniques très classiques. Donc, tous les moyens sont bons. C'est vrai que vous pouvez les voir, mais dans la pratique, pour ce qu'on a eu à voir et expérimenter, ce sont des gens qui peuvent sortir de nulle part. Ils peuvent surprendre. Leur objectif, ce n'est pas véritablement d'avoir un combat avec des forces combattantes ou des forces régulières, mais plutôt de surprendre des civils ou des forces non combattantes et créer ce qu'on appelle la terreur. Donc on ne peut pas de façon ipso facto définir parce qu'il y a une mutation. Vous vous rappelez qu'à l'époque, ils étaient localisés dans la bande sahélo-saharienne. Ils opéraient notamment dans la recherche du financement en procédant par exemple aux enlèvements d'otages, c'était essentiellement cela. Ils participaient à la vente de trafic, en fait, de narcotrafic. Ils étaient impliqués dans le commerce des êtres humains. Mais aujourd'hui, ils sont passés à une autre étape qui est de surprendre, si vous voulez, des populations, les apeurer, les terroriser en plein cœur, souvent dans les capitales. Et cela procède d'une remutation de leur stratégie de départ, mais qui reste constante quand même, hein, qui est l'instauration d'un califat voilà, au niveau du monde, mais précisément avec Aki, c'est dans la bande, au départ c'était le Sahel, mais maintenant se propage et ils vont résolument vers l'Afrique de l'Ouest. Les djihadistes qui sont capables de se camoufler dans la masse. Vous parlez tantôt de califat. Est-ce des personnes qui peuvent être instrumentalisées par des puissances étrangères qui ont pour vocation de nuire à la stabilité d'un pays? Alors, instrumentalisées par des puissances étrangères. Je ne sais pas si je comprends très bien la question. Mais ce que je voudrais dire en réalité, leur objectif c'est plutôt de déstabiliser ces puissances étrangères-là. Alors, si j'entends par puissance étrangère, je ne sais pas si vous allez peut-être me clarifier, si vous parlez des puissances étrangères. Parce que la terminologie, c'est à savoir à qui profite le crime. Oui, à qui profite le crime. En général, comme j'ai dit, si on parle de puissance étrangère, on voit tout de suite peut-être les États-Unis, la France et le reste. Mais en réalité, ils sont plutôt en train de chercher à combattre ces puissances. Voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est plutôt chercher à déstabiliser, déstructurer et faire mal aux États, les amener dans leur dernier retranchement et mettre par la même occasion toute la communauté internationale en branle pour qu'en réalité, à un moment donné, on se pose la question de dire si nous sommes en sécurité, est-ce que nous sommes en sécurité? Donc s'il n'y a pas de sécurité, peut-être qu'il faut voir de l'autre côté. Donc c'est peut-être quelques tentatives pour que la problématique de la sécurité internationale, qui est déjà mise en mal,
soit mûrement réfléchi, travaillé en profondeur pour pouvoir éviter ce genre de situation morbide que nous avons connue à Ouagadougou et qui est vraiment très désolant. Et dans cette situation, quelle est la meilleure manière, voire au niveau local et international, de pouvoir lutter contre ces personnes qui sèment la terreur à chaque passage? Alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives. Ce serait très prétentieux sur ce plateau de donner mes mots, apporter quelques pistes de réflexion. Il y a déjà beaucoup d'initiatives au niveau international, au niveau de la coopération internationale, entre les différentes étapes pour lutter contre cette menace. J'avoue que jusqu'à présent, tout ce qui s'est fait, c'est le contenir, réduire la menace. Donc il y a véritablement de gros enjeux et la problématique elle est très profonde. Au niveau de la région, au niveau de la région également, la coopération régionale et sous-régionale, vous vous en souvenez qu'il y a à peine 2 ans, au niveau du Sahel par exemple, il a été mis les chefs d'État des 5 pays du Sahel qualifiés de G7 Sahel, avec le Burkina, le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie, pour mutualiser les efforts en vue d'enrayer, d'endiguer ces phénomènes. Mais malgré cela, malgré tous ces efforts, malgré les bonnes volontés, malgré la volonté politique, il faut dire que ces djihadistes également ne se reposent pas. Ils aussi ont tous les moyens, toutes les stratégies pour contrer toutes ces initiatives-là qui sont mises en place pour pouvoir lutter et endiguer ce phénomène. Donc on a, on va dire, un gros boulot, gros travail. Il faut véritablement passer à d'autres étapes, c'est-à-dire faire appel à beaucoup plus d'expertise, à sérieusement coopérer. Je n'ai pas dit que jusqu'à là, ne pas coopérer. Je pense qu'il faut peut-être souvent taire les égos et que les uns et les autres, effectivement, participent sérieusement, notamment dans le renseignement, pour pouvoir endiguer ces phénomènes. Pas que des efforts n'ont pas été fournis, je pense qu'on peut encore faire davantage. Merci beaucoup, M. Kwalga. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec M. Paul Oumarou Kwalga, diplomate de formation et spécialiste des conflits armés, notamment sur le djihadisme. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis au Burkina et partout ailleurs dans le monde, sachez que l'information continue sur www.burkinainfo.tv.